ضيوفنا الكرام، أرجوكم أن تلتحقوا بمقاعدكم. إذن سنبدأ الجلسة الثانية ضمن هذا المنتدى. وأجدد الترحيب بكم سيداتي سادتي. حضرات السيدات والسادة، نجدد الترحيب بكم في فعاليات منتدى القطاع الخاص. إن الدور الذي تلعبه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في القطاع الخاص دور مهم جدا ورائد بالنسبة للدول الأعضاء في إفريقيا، خاصة في سلاسل القيمة الإقليمية. وفي هذا السياق دعوني أرحب بالمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لإلقاء كلمة في هذه الجلسة. حسب الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، Excellencies, ladies and gentlemen, السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. I'm very glad to be here in this very beautiful city of Marrakesh and honored to also address this very distinguished guest and gathering. And also ITFC is very pleased today to tackle a very important subject, which is actually the theme of our meeting today on the value chain and how the regional value chains, especially in Africa, can be enhanced. And also we would like to reflect actually on the lights of the huge opportunities now exist in Africa, especially when we talk about this new big agreement, which is the Continental Free Trade Areas, CFTA. And by the way, this is one of the largest, if not the largest, agreements since the establishment of the WTO. As we all know that within the area of almost 30 million square kilometers, and also the population now currently is closing to 1.3 billion, which is also projected in a few years to really grow by double this figure. Nobody will deny, and I'm sure that the importance actually for also Africa today. Everyone is really going south-south, and I think Africa is the future opportunity actually for everyone. Africa as the next frontier. We have a lot of really, in ITFC, we have really given a lot of importance really to the value chain. We felt that this value chain is so important, and we know that at least 2/3 of our member countries are left behind
really not being well integrated in this very important system. So, as you know, we cannot escape today having the value chain as really a factor for economic growth in member countries. And I'm sure that, as I mentioned, when we look at the new agreement that is now hopefully to be ratified, is to see that member countries in Africa really be well integrated in the overall trading system and well integrated in the value chain. The international trade is now also, as you all know, is driven by the intermediate goods and also manufacturing. Trade of intermediate goods drive international trade of goods more than 40% on an average. Manufacturing alone makes up for 75 of the category of products traded. So we can see now how important really to really talk about the value chain. When trade is a component to be considered, only 3 member countries actually from the group seems to be linked well, and this number is quite low. And as I said, we have in all of our strategies in ITFC, this matter is in the heart of our strategies, and we would like really to see that we provide the right products, we have the right partners to really be able to have member countries in Africa actually benefit from the huge potentials that they have in Africa. And also, as I mentioned, you need also, the gap is big, and we need also good partners. And thanks God we have partners like the Africa Exim Bank with us. We are honored to have really also the CEO, President of the Africa Exim Bank, Dr. Orama, with us. And we have really a very, very strong plans to really cover a lot of the important shortcomings actually in Africa, especially in terms of financing and also in terms of the development components that is required today. Trade is in components shows also 3, I would say, 3 areas that we need to tackle. However, we try, as I said, as much as possible to provide really the right packages really for member countries to be able to be well integrated. Okay, one of the areas that we feel that we want really to have a main theme actually in our important initiative, which is the Arab-Africa Trade Bridge, which is one of the really leading now initiatives with also our partners. We have many components, and they're all going to lead actually to the having Africa more well integrated and use better use of the resources. So integrating in the global value chains for our countries, we can lead actually to a very important, very important objectives. One of them is we definitely know today that strengthening economic growth, increasing actually and improving the working conditions, benefit from technology transfer. We spoke this morning about how really the gap is really big, especially in technology, and we need to make sure that actually we provide the right products to close this gap. And also it will enhance the access to goods and services. South-South, which is of course South-South trade. We are very also unique in that. IDB group in general is a very distinctive group where we have actually this South-South organization. That's what makes us more distinctive. The ideas on how to maximize the benefit actually of trade and helping, as I said, the Africa to grow is going to be really part of really the knowledge that we're going to hear from our excellent, very rich, experienced partners and panelists. They came today to join us in this very important meeting. I don't want to take much of the time because I'm sure that we would like really to listen to them and listen to their experience and see how really, at the end of the day, as institutions, as ITFC, can benefit from such experience and such really recommendations of how to really make Africa great. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
شكرا لكم سيد هاني سنبل على هذه الكلمة القيمة. والآن سنفتح جلسة نقاش وسأتشرف بدعوة السيد عبدو ديوب الشريك الإداري لشركة مازارس للتقدم إلى المنصة وسيقوم باستدعاء السادة المتحدثين في هذه الجلسة. فليتفضل. Assalamu alaikum. Good morning, Excellencies, ladies and gentlemen. As introduced by Dr. Sunbul, regional integration and value chain is something very challenging and important for Africa. And for sure, if we want really to leverage on the Continental Free Trade Agreement and make things happen, we need to develop regional integration and we need to reinforce the position of Africa in the international value chains and specifically at the regional and continental area. So many issues to discuss on that. What are the main factors to achieve a successful regional integration, which is today a real objective for all the economic areas of the continent? What are some of the examples from ISDB member countries? We have many persons from the private sector coming from different areas to exchange on their experience on that area and how private sector, how financial institution can help to reinforce the regional integration and also the part of Africa in the international value chain. So many things to discuss. To have that discussion, we have brilliant experts and CEOs in this panel, and I will call them one by one. First, Dr. Shahab Marzan, Chairman of Egypt Venture and Senior Advisor in Economic Affairs to the Minister of Investment and International Cooperation. I know that he has many other hats, but that are the main one for which he is here today. Dr. Shahab, where is he? Welcome. Mr. Benedict Orama, which is Chairman and President of the African Export-Import Bank, which is Afrexim Bank, which is here. We are honored to have Mr. Kamal Maqdad, which is CEO of Banque Centrale Populaire, which is one of the main Moroccan banks. Mr. Karim Lotfi Senhaji, which is CEO of OCP Africa, which is one of the African champions. And Mr. Nordin Zakri, which is CEO of the Maghreb Bank for Investment and Foreign Trade. Mr. Zakri. We were supposed to have Mrs. Roqeya Derham, which is Secretary of State in charge of trade, but she has a specific activity in Rabat, so she apologized and couldn't come. So perhaps to begin this panel, we know that trade is very important for regional integration. We know also that investment is very important for that. I will begin with Dr. Orama. Today, Africa has a great issue. That's why we have signed the Continental Free Trade Agreement, which is intra-African trade. And everybody knows that we are one of the continents where trade between our countries is the lower. If we want to develop regional integration, we need really first to develop trade and also investment. But how today can we enhance trade in our continent in a moment where we are less than 20% trading between us? Thank you very much. Let me take this opportunity to thank the Islamic Development Bank Group, especially the ITFC, who are strong partners in Africa, for inviting us here to share our views. Let me also congratulate them for the performance the past year.
Intra-African trade is very low. Perhaps Africa is a continent that trades the least amongst itself. Coincidentally, it's also the continent that is considered least developed. There's so many reasons or so many issues that have been identified to be at the root of the problem. But I would say that the biggest problem Africa has for not trading more amongst itself goes back to its history. It was a history when colonialism fragmented the continent. And the strategy of colonialism was to discourage integration amongst the different countries, but encourage a better economic and political relationship with the metropolitan or the colonial masters. Because of that, the infrastructure, the business relationships that were built over time were just aligned to promote trade in the north-south direction, not east-west, so to say, in the African context. Although colonialism ended 60 years ago, that has remained. It is easier for a business person in Côte d'Ivoire to find a partner in France than to find in Nigeria, for example. The biggest problem that this created was a lack of information regarding what is going on in Africa. So we regard trade information deficit as the biggest challenge that Africa has in trading amongst itself. Many people say it is infrastructure, we need to trade, but our view always is that infrastructure is a generalized problem. Africa's trade today is about $1 trillion. What it means is that the available infrastructure can carry $1 trillion of trade. The question we ask ourselves every time is, why is it that it is only about 140 billion of that is intra-African trade? Why is it not 400? Why is it not 500 billion? It is because we don't know anything about what's going on amongst ourselves. We did a study, Afreximbank, UNCTAD, and the Commonwealth Secretariat on leather. We found that Kenya imports rawhide from outside Africa at double the price that Burundi, just across the border, exports the same thing. You have similar examples to give. So the moment we are able to solve the trade information problem, then Africa will become a market. It will become a market. People can then start trading. And when Africa becomes a market, the private infrastructure that is required for the investments to build regional infrastructure that will support regional value chains will begin to occur. It would be naive to think that African governments will have the $1 trillion required in the next 10 years to develop our infrastructure. It's not possible. The private investments have to come in. The private investment cannot come in unless they see profit. Profit can only occur when Africa is seen as a market. And what will make Africa a market is availability of trade information so that people know the opportunities that exist around Africa. Thank you. Thank you very much, Mr. Orma. So it's not only a matter of infrastructure. Infrastructure is really important, but not only. Investment will come only if Africa is a market. And the Continental Free Trade
will not be the only solution to solve all the issues. You've talked about investment, and perhaps talking about Africa is big, but before talking about Africa, we need to talk also about region. And I'll ask to Mr. Karim Lotfi Senerji, which is the CEO of OCP Africa, investing in many countries and present in different regions of Africa. How today can really regional integration drive more investment in the continent? And could you share a little bit the experience you have through OCP? Thank you, Mr. Job. Maybe to start, just let me say some few words about OCP, just to make all the audience aware of what we are doing. So while you may or may not be familiar with our group, OCP has almost 1 century experience in the phosphate industry. Our group is integrated across the whole phosphate value chain, from mining to processing and marketing phosphate and its derivatives. So OCP today is one of the world's largest fertilizer company, and the only one that has home and operations on the African continent. 3 years ago, OCP decided to create OCP Africa, which I have the chance and the honor to lead. And this company is dedicated to support the transformation of the agriculture on our continent, allowing the smallholder farmers, African smallholder farmers, moving from subsistence agriculture to a commercial one. In the last 2 years, we have moved more than 2 million tons fertilizer. So as you can imagine, an integrated value chain is a key component in our business. And as my co-panelists just said, indeed, the private sector needs to invest. But for me, the first requirement or the first step of an integrated zone should be and has to be a political will. If we don't have a political will, and more importantly, a political implementation of the intra-zone, we will not have them. I mean, we are talking today about the Continental Free Zone Agreement, but I'm sure that most of us have already forget that in 1991, we had the Abuja Treaty that was already talking about this free zone within the continent. And unfortunately, that treaty was in force on papers, but it was not executed on the field. And when you look at the figures that just been said, I mean, the intra-regional trade in Africa is only 10% or 12%, where in Europe it's more than 70%, and North America is 50%, as well as in South Asia. So we all know that we need to reach that. But unless we fix the conflict, the issues, the custom borders, the non-tariff barriers within us, it will be very difficult to have this free zone. And as far as our business is concerned, it's also hurting us and thus hurting our final customers, because when we have to move product from one country to another, first of all, the infrastructure is not helping, but then you have taxes and you have also inefficient custom formalities. And for example, when you have to move a truck from Beira, which is one of the main cities in Mozambique, to Zimbabwe, for instance, it took 15 days, when normally it should be only 3 days. So you have 12 days that are non-efficient and related to non-integrated value chain on the continent. Thank you, Karim. So really, we need to improve our regional integration through action and also facilitate really movement of people, of goods, and also facilitate this regional integration to attract investment. That's important, and we are in a region where regional integration is a real issue, and we have the pleasure to have Mr. Nordin Zakri, who work a lot in regional integration in the Maghreb region. Today, everybody says that there are a lot of opportunities of integrating this region. What are the main opportunities and why? What are the challenges and why it doesn't happen today?
voudrais d'abord remercier la TFC pour m'avoir invité et pour me donner cette occasion pour parler un peu d'intégration dans la région du Maghreb. En fait, je représente la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur, qui est une banque nouvelle, qui est créée dans le cadre de l'UMA. Et bien sûr, l'UMA elle a été créée depuis 1989, en principe, avec principal objectif de développer cette intégration régionale. Mais force est de constater qu'actuellement, l'état de l'intégration régionale, il est très faible, bien qu'on ait un potentiel énorme d'intégration. Bien sûr, toutes les études le montrent. Actuellement, comparativement par rapport aux autres communautés économiques régionales, même en Afrique, donc l'intégration, elle est très faible. Les exportations qui sont adressées, donc des pays maghrébins qui sont adressées aux pays maghrébins, c'est 5%. Le total des échanges intermaghrébins représente uniquement 3%. Bien sûr, si on analyse un peu, on a parlé peut-être de produits à haute technologie, on voit que même les échanges concernent à concurrence de 68% les produits primaires. Donc l'échange de produits à haute valeur ajoutée n'est que de 8%. Les flux de capitaux sont aussi assez limités. Quand on dit flux de capitaux, c'est-à-dire IDE et portefeuille, ça représente uniquement 0,6%. Donc voir que l'intégration pour le moment, elle est faible. Ce qui est bien, c'est qu'il y a maintenant une conviction que l'intégration maghrébine est devenue non pas seulement une nécessité, mais c'est un impératif majeur qui va permettre peut-être à nos économies maghrébines d'assurer leur transformation et d'assurer des taux de croissance assez élevés. Quelles sont les raisons de cette faible intégration? Ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a des réglementations qui ne sont pas encourageantes. On parle ici de tout ce qui est accès au marché, de relations, de conventions commerciales, de difficultés bien sûr en matière de logistique, des réglementations d'échange qui freinent un peu pour le moment l'investissement. Mais on est aussi conscient, nous avons fait quelques études et nous sommes aussi conscients qu'il y a un potentiel énorme pour assurer cette intégration maghrébine. Donc la région dispose d'un potentiel énorme, d'abord en ce qui concerne, comme vous savez bien, les ressources naturelles. La zone dispose de 3% des réserves mondiales, par exemple, de pétrole, 4% de réserves mondiales de gaz, 50% à peu près de réserves de phosphate. Ça, c'est pour ce qui est ressources naturelles. Vous savez très bien que même nos pays, ils ont une certaine différence. Il y a des pays qui comptent un peu plus sur les ressources naturelles, alors que d'autres comptent un peu sur les secteurs industriels et les transformations. Donc, il y a des possibilités. Nous avons aussi analysé un peu les potentialités en matière sectorielle. On a vu qu'il y a des produits qui sont, pour le moment, produits à l'échelle maghrébine, mais qui ne sont pas nécessairement échangés. Et on a analysé les importations, exportations et productions de chaque pays. On a trouvé qu'il y a beaucoup de possibilités d'échanges intermaghrébins. Donc, dans ce cadre-là, bien sûr, la BIMIS, qui a été décidée depuis longtemps, mais heureusement que les gouvernements ils ont pris la décision de l'activer depuis décembre 2015. Donc la BIMIS, elle est créée dans un écosystème où il y a plusieurs acteurs, plusieurs acteurs sur le marché. C'est certain que toutes les institutions internationales, que tous les acteurs, ils ont dans leur priorité l'intégration régionale. La BIMIS, on voudrait que la BIMIS serait l'institution de référence qui va mobiliser, qui va coopérer avec toutes ces institutions pour justement développer cette intégration. Donc l'objectif de la BIMIS, c'est justement l'idéation de projets d'intérêt commun. Je voudrais ici souligner que l'objectif principal de la BIMIS, c'est vraiment l'intégration. Pourquoi? Parce que nous avons une spécificité. Nous ne finançons que les projets d'intérêt commun. Quand on dit intérêt commun, c'est-à-dire soit une joint venture, soit un promoteur qui vient d'un pays qui va investir dans l'autre pays, soit l'utilisation de matières premières de notre pays par un pays, et là, donc, ça s'appelle un projet d'intérêt commun, soit, bien sûr, et nous avons, pour le moment, surtout dans cette première étape,
de début, nous avons axé nos activités d'abord sur le commerce. Et Dieu merci, nous sommes en train de coopérer avec tous les opérateurs présents ici. Je citerai la TFC. On a commencé la première opération avec donc, la TFC. C'est l'importation de gaz donc, algérien par l'Asteg. J'ai aussi avec moi monsieur, Dr Orama, qui a aussi franchement encouragé la BIMIS par l'octroi d'une première ligne de financement pour financer le commerce donc, dans la région. Donc je crois que le potentiel existe, qu'il y a maintenant une réelle volonté pour assurer cette intégration et nous allons bien sûr coopérer avec tous les acteurs et pour peut-être arriver pour avoir l'ambition d'être une institution de référence. Bien sûr, nous avons aussi, et je m'excuse d'avoir été lent, donc juste je termine par ça, nous avons aussi la responsabilité d'être une force de proposition avec le gouvernement pour justement améliorer donc, l'environnement de l'investissement, pour améliorer la pratique des affaires dans la région. J'ai aussi peut-être le plaisir de vous dire que nous avons concentré nos activités pour le moment sur le secteur privé. Vu notre taille, vu notre mission, dans cette première étape, donc, nous travaillons principalement avec le secteur privé. Donc c'est le secteur privé, c'est le commerce dans cette première étape et bien sûr, nous essayons aussi de financer quelques projets d'investissement qui auront un impact positif sur donc, l'intégration. Merci beaucoup, Monsieur Zekri. Effectivement, donc, il est clair que l'intégration régionale, comme on l'a dit et répété, passera beaucoup par le secteur privé et passera aussi beaucoup par l'accompagnement d'institutions régionales et continentales comme les vôtres et comme l'Afrexim qui sont engagées dans l'intégration régionale. Je sais qu'aussi il y a un certain nombre d'acteurs privés qui sont, institutions financières privées qui sont fortement engagées. Et j'interpellerai M. Kamal Mogdad, directeur général de la Banque centrale populaire. Je sais que vous êtes beaucoup engagé dans le financement des chaînes de valeur agricoles, notamment dans d'autres régions du continent qui aussi sont très intégrées. Donc, pouvez-vous partager cette expérience de financement des chaînes de valeur et comment vous vous engagez dans ces chaînes de valeur et qu'est-ce qu'elles apportent à la région et aussi, peut-être une petite ouverture, comment l'intégration régionale facilite cet accompagnement des chaînes de valeur agricoles? Merci M. Diop pour cette question. Tout d'abord, permettez-moi de dire que je suis très heureux d'être ici. Je voudrais féliciter le groupe Banque islamique de développement pour l'organisation ici à Marrakech de cet événement. Alors, c'est une question centrale, effectivement, et pour y répondre, je dirais un petit mot sur le groupe Banque Populaire aujourd'hui, qui est un groupe d'origine marocaine, mais définitivement à un impact régional et continental fort, puisque d'ici la fin de l'année, le groupe serait présent dans 17 pays en Afrique. Et quand on a en fait projeté notre stratégie et compte tenu de l'organisation et du modèle juridique unique de notre groupe, qui est un groupe mutualiste, la dimension de sens était fondamentale. On voulait donner du sens à nos différentes actions qui sont menées en Afrique. Et l'agriculture s'est imposée comme un secteur prioritaire. D'abord parce que ça contribue d'une manière substantielle à la croissance économique, à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté. Et puis, c'est également un sujet qui tient à cœur à un certain nombre de nos partenaires bailleurs de fonds, que ce soit le groupe Banque islamique de développement, que ce soit la Banque mondiale à travers sa filiale, la SFI. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait une approche globale et intégrée surtout de la chaîne de valeur agricole. Et on a aussi fait un constat qui parfois fait mal au cœur, c'est que quand on regarde un petit peu les retombées du secteur agricole sur les économies africaines, on est parfois un peu frustré de voir que la création de valeur en fait échappe au continent. Je donne 2 chiffres pour illustrer ça. Si je prends le cas du cacao en Côte d'Ivoire, sur 100 milliards de dollars de recettes générées par la filière cacao, il y a à peine 5% qui profitent à la Côte d'Ivoire. Si je prends le coton au Mali, on a uniquement 2% de la production annuelle qui est transformée au Mali. Le reste, il est exporté d'une manière brute. Donc on a dit qu'il fallait qu'on ait une approche différente de la chaîne de valeur agricole et on a opté pour une approche totalement intégrée, c'est-à-dire end-to-end, de l'agriculteur final jusqu'à l'off-taker ou le trader, en passant par un certain nombre de coopératives, d'agrégateurs, de
d'unités de transformation qui valorisent toute la chaîne. Et en fait, on a pris un certain nombre de pays pilotes et de filières pilotes. Donc naturellement, on est parti de la Côte d'Ivoire, on a pris la filière Anarcade et le cacao, et on a pris la filière coton au Burkina et au Mali, et on a construit en fait un modèle intégré. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, pour pouvoir amener cette transformation et permettre une intégration régionale plus forte avec des conséquences économiques qui peuvent être visibles et lisibles sur les économies, il fallait qu'on puisse justement apporter des solutions à chaque intervenant. Donc on a pris justement à travers un partenaire la décision, donc la SFI en l'occurrence, la décision de construire en fait une vision articulée autour d'études statistiques, autour de cas concrets avec un certain nombre de planteurs, avec un certain nombre de pisteurs, de coopératives, de traders. Et on a en fait décomposé cette chaîne de valeur de sorte à accompagner une réponse adaptée à chaque intervenant. Donc, de fournisseurs d'intrants, des fournisseurs d'engrais, des fournisseurs de sacs pour pouvoir alimenter en fait les agriculteurs. Donc, ils ont des besoins de stock, de financement de stock, ils ont des besoins d'assurance sur les produits qui sont stockés. Il y a des besoins aussi d'accompagnement pour financer le matériel de transport, pour amener, on va dire, les engrais, pour amener les graines vers les exploitations. Ensuite, on a les pisteurs, les agriculteurs qui également ont besoin de produits de microfinance, parce que vous savez, aujourd'hui, le financement des campagnes aussi passe avant tout par le financement de petits agriculteurs. Et comme il se trouve que notre groupe est présent également en Afrique à travers de la microfinance, on s'est dit que c'est une réponse adaptée. Et puis on a dit, au passage, il y a aussi un certain nombre de solutions qu'on peut co-construire avec nos bailleurs de fonds. Monsieur Hadi Sounboul, ce matin, a parlé aussi de l'intérêt de la banque de ITFC pour les agriculteurs à travers le renforcement des capacités, parce que l'augmentation des rendements dans les exploitations est un élément fondamental. Donc on a travaillé sur l'augmentation des capacités, on a travaillé sur des partenariats avec les opérateurs télécoms et avec les coopératives pour réduire l'asymétrie d'information, parce que le problème, c'est qu'on ne connaît pas bien les agriculteurs. On a parlé de la data ce matin. Ne connaissant pas les agriculteurs, on part de principe que le risque est élevé, donc on ne les finance pas. Donc on a construit des modèles de scoring avec les opérateurs télécoms et avec les coopératives. Et puis après, on a mis en place des produits sur mesure pour construire des unités de transformation et pour accompagner l'exportation de la part des off-takers, de sorte à couvrir toute la chaîne. Donc en fait, ça c'est un exemple concret de mesures qu'on est en train de prendre. Et la deuxième étape pour nous, ça va être justement de dérouler ça d'une manière régionale, au-delà des pays que j'ai listés, et de le généraliser à d'autres pays, parce que la problématique se pose dans chacun des pays africains. Si on va en Guinée, on va parler de riz, on veut parler d'autres produits, mais ce qui fait, en fait, ce qui interpelle, c'est le fait de dire, en Afrique, on va chercher des produits qu'on produit en Afrique, dans des régions extrêmement lointaines, quand on importe l'ananas, la mangue de l'Amérique latine, quand on va chercher des pneus justement en Europe ou en Amérique latine, alors que pour Renault, pour la production d'automobiles, on peut les fabriquer en Côte d'Ivoire. Donc c'est des choses qui nous interpellent d'une manière très concrète sur notre contribution en tant qu'acteur bancaire, mais aussi acteur citoyen à la fin de la journée, à la densification de ces chaînes de valeur agricoles et régionales. Avant d'interpeller M. Senhaji, toujours dans cette même ordre d'idée, puisqu'ils sont aussi très présents dans la chaîne de valeur agricole, je voulais juste rajouter une deuxième question en disant, dans votre présentation, vous avez beaucoup parlé de tout le partenariat avec le secteur privé, mais l'agriculture étant un secteur quand même très sensible et stratégique pour beaucoup de ces pays, quel est dans ce dispositif le rôle de l'État pour vous accompagner dans ces chaînes de valeur, dans ce développement des chaînes de valeur de l'agriculture? Alors, ce que je peux vous dire, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu l'opportunité de présenter cette démarche qui est intégrée au gouvernement des différents pays de l'Afrique subsaharienne, il y a eu des échos extrêmement positifs. Parce que ça rejoint une préoccupation concrète et parce que c'est au top de l'agenda stratégique de tous les gouvernements. Donc, effectivement, il y a un engagement très fort et très clair de la part des autorités. Cet engagement passe par d'abord une volonté, parce que je pense effectivement en l'absence de volonté politique, il n'y a pas la capacité de faire. Ensuite, il y a tout le travail qui doit être fait pour structurer les infrastructures. Aujourd'hui, quand même dans le domaine agricole, on est confronté à des problématiques de connectivité, on est confronté à des problématiques de disponibilité de l'énergie.
Donc le fait de prioriser les investissements dans des sujets qui ont un impact direct sur l'agriculture et surtout les positionner au bon endroit, là où il y a l'essentiel de la capacité productive, est pour nous un élément fondamental pour pouvoir justement aller jusqu'au bout de l'exercice. Et puis après, le soutien à un certain nombre de secteurs stratégiques, parce qu'aujourd'hui, quand on parlait du cacao, par exemple, en Côte d'Ivoire, l'intervention de l'État, elle est centrale à travers le Conseil Café Cacao, et on voit qu'à défaut d'intervenir pour réglementer le secteur, pour sécuriser les revenus et pour tracer et rendre traçable toute la chaîne, on peut avoir des déperditions substantielles, comme on a pu l'avoir récemment avec le cas de SAF Cacao en Côte d'Ivoire, qui était un élément de la chaîne stratégique et qui a enrayé toute la volonté politique parce qu'il n'y avait pas cette traçabilité, cet engagement de la part des pouvoirs publics qui était assumé. Merci. Monsieur Senhaji, justement, vous êtes très présent sur cette chaîne de valeur. Est-ce que vous pouvez aussi partager votre expérience sur ce domaine? Merci, M. Diop. Je voudrais juste réagir par rapport à ce que vient de dire M. Mortat. Je partage parfaitement son approche holistique par rapport à la chaîne de valeur agricole, à quelques exceptions près, ou en tout cas à quelques détails près. Le premier, c'est qu'il faut avoir effectivement cette approche holistique, mais il faut faire en sorte que tous ces acteurs de la chaîne de valeur ou de l'écosystème du fermier puissent à un moment ou à un autre interagir, puissent être tous autour de la même table et pour avoir quelque part une approche commune et être dans des actions qui vont apporter à tout le monde et mettre le fermier au centre de cet écosystème. Parce que tant que le fermier africain ne gagnera pas d'argent, ne sera pas en mesure de vivre de son activité, tous les acteurs de cet écosystème ne pourront pas non plus progresser. Donc il est important, c'est ce que nous essayons de faire, notamment en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Éthiopie, où on essaie de mettre tous ces acteurs-là autour de la table et surtout de mettre le fermier en connexion avec le marché, soit à travers ce qu'on appelle un output buyer, donc qui achète sa production à l'avance, soit en attendant qu'il est produit et avec les outils que nous avons aujourd'hui, notamment les outils du digital, de pouvoir le connecter avec le marché. La deuxième chose sur laquelle, parce que j'ai quand même une particularité aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis entouré que de banquiers, ce qui est normal. On est quand même dans un événement de la Banque islamique. J'ai oublié que je remerciais tout à l'heure, donc je le fais maintenant, et de dire que je suis très, très content d'être là. On a un coût du capital qui reste extrêmement élevé en Afrique. Aujourd'hui, les fermiers africains, voire même les opérateurs à petit niveau, empruntent à des taux d'intérêt qui sont juste incroyables. Entre 25 et 30% de taux d'intérêt. Je voudrais bien qu'on me montre dans le monde combien il y a aujourd'hui de business qui rapportent une marge de plus de 25% d'intérêt. Donc, quand le fermier commence déjà à emprunter de l'argent, il perd. Donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi sur lequel il faut jouer. Je comprends que ces taux d'intérêt, c'est un peu pour mitiger le risque, mais je pense qu'encore une fois, avec une approche holistique, en ayant des opérateurs d'une certaine taille, nous pouvons dérisquer l'activité. Et je suis fier de pouvoir annoncer que nous avons fait ça au niveau du Nigeria, avec des fermiers qui ont pu accéder à 7 millions de dollars de prêts à des taux qui étaient à moitié moindres de ce que fait le marché. Et le dernier point sur lequel je voulais aussi apporter une précision, et qui rejoint un peu la question que vous avez posée tout à l'heure sur le rôle de l'État et le rôle des gouvernements, je pense que nous ne pourrons pas contribuer au développement de notre continent si ce n'est pas basé sur des PPP, au fait, des partenariats publics-privés extrêmement solides. Nous avons besoin les uns des autres. Il faut pouvoir créer ce cercle vertueux autour du fermier et ça ne peut se faire qu'avec à la fois le secteur public et le secteur privé. Il faut qu'on puisse se parler, qu'on puisse avoir confiance les uns aux autres et surtout avoir de la visibilité à long terme et de la transparence. Merci, Monsieur Senhaji. I think I'll ask a question to Dr. Shahab. Dr. Shahab, you are at the crossroads of all these actors. Mr. Senhaji was saying that he's surrounded by bankers, but you are the one who has multiple hats because you are in venture capital, but you are also advisor of the Ministry of Investment. You are also in the advisor of the AFDB, and
executive director of the Islamic Development Bank. So you have many hats. What is your point of view on the development of regional integration and also the development of value chains in Africa when, as said Mr. Senhaji, the cost of capital is very high. We need the real involvement of the public sector. Private sector need to engage, regional integration need to be more developed. What is your point of view? And you can use the hat you want because I know you have a different perspective of view on that area. Okay, sorry. So I fully agree with a lot was mentioned by my colleagues on the panel. Capital is capital. Capital at the end is about shareholder value, it's about creating growth, and that's a core element. And to create value or growth, a very important factor is the simplicity of investment and trade. And that's a very important factor we have to consider. If we take global indicators like the doing business indicator, and we have trading across borders as one of the sub-indicators, we will see that from the top 50 countries, there is no African country in the trading across borders. From 51 to 100, we have maybe 7 countries only across Africa. Here, this is measured in terms of the number of steps and requirements needed to export or import, the cost of export and import. And that's why a core important element here, and that's from the public sector or from the government perspective here, is clear reforms needs to be defined on a national level, defining clear champions, because something like trade, we will see that ministries of trade and industries are involved, transportation, finance, and so on. So you have to have champions in that perspective. Automation, digitalization is very important, so technology plays a major role. And also looking in terms of the long-term gain rather than the long-term gain and indirect gains than the short-term elements. And that's why, in the case of Egypt, for instance, we worked heavily in terms of now having a clear reform program for this sector specifically, and focusing on special economic zones and free zones, especially also in terms of supporting a regional integration across Africa. The second core element, and that's a role 2 parties play, the public sector as well as the private sector, is infrastructure. Because I strongly believe infrastructure is very important to support trade, to support investments. Also, according to the last competitiveness report, in the top 60 countries, so in the first 50 you don't have anyone from Africa, in the top 60 countries you have only 2 in the top 60 in terms of infrastructure, which is Egypt and Morocco. And here this is also an indicator that infrastructure is very important. And in terms of infrastructure, we talk about energy, electricity, as my colleagues were talking in the agricultural sector, are important. Industries are important. So energy is an important factor. Connectivity. Ports are a significant factor. Airports are very important for connectivity, but also roads, because 90% of trade across the continent is based on only seas and over water. So here, roads like Cairo, Cape Town, the big vision over the last decade is an important factor. And of course, which is across all the different industries, is technology and internet. Technology is becoming very important, telecommunications and internet connectivity, because this is all what will create also the chain from growing from very small to big. And that takes me to the last factor, which is, and here, sorry, in the infrastructure part, the public sector plays a major role. The governments have to work on that, but also the private sector. And we have very successful projects which were financed through the private sector, like the Binban solar power plant, which is one of the largest in the world, which was supported by the Islamic Development Bank through ICD, was supported by IFC, EBRD, and a lot of private sector players. The last factor, which is very important, is to move from a factors economy across Africa to a headquarters and a development economy in terms of creating the real value in the continent. Because things are changing. I'm very afraid we always hear about what needs to be done, but it's a lot based on what would have worked in the 90s, what would have worked 20 years ago. Today, it's a different world. I mean, if you go now to, if you visit Silicon Valley and go to the production facility of Tesla,
and see how much humans are utilized in the manufacturing process, it's almost going to zero. So automation is becoming more and more a factor. So we have to start to be more the headquarters. The businesses have to origin out of Africa. To do that, automation and efficiency is important, but investing in our human capital is very important, education, and here the core element is in our startups. We have a human capital, a young population, which is able to create value, is able to create core products, digital as well as physical products, but they don't have access to markets. We don't see them, we don't know them. And that's a very important fact. Last year we had in the Africa 2018 conference in Egypt, we invited jointly with the World Bank and with partners from the Islamic Development Bank, actually the African Development Bank as well, 100 startups across Africa. And we were shocked what kind of products, what kind of services exist across the continent, and no one was aware of. So this exchange and this digital trade, this is becoming important. Where is the Alibaba of the region? We see Jumia going public on New York Stock Exchange, but we see we need more B2B players, bigger players to support this perspective. Access to markets is important, and here institutions like ITFC, I have to say, are very important, because here creating the platforms, the digital platforms and the outreach platforms across the continent where we can exchange information, knowledge, insights, and trade is an important factor. And that takes me to the last thing, access to finance. Access to finance is a very tricky component, because at the end, it depends where the origin of the money is coming from. Some is focusing on necessity-based entrepreneurs, what we say. And what we see, everyone's saying we have to invest in micro businesses, in SMEs, and so on. But do we measure how many graduated from M to S, from S to M, from micro to small, from small to medium? How many companies went public in Africa? How many public companies created that value? And that's a core element we put in place. And that's why, for instance, we started to invest in venture capital. That's the core element. Thank you very much, Dr. Shahab. You tackled many issues, and I'll highlight innovation and technology, which is quite important, and where Africa is perhaps doing well, but we need to really tackle that issue and leverage on it. Education, which is key for the continent, but you have also tackled some points on the cost of financing, the trade procedures, and also the availability of financing. We have the chairman of Afrexim Bank, which is the champion of trade in the continent. So, Dr. Omar, Mr. Shahab talked about these cost issues of financing trade, the trade procedures. How are Afrexim Bank address those challenges in the continent? How do you try to create less cost financing? How do you help to facilitate trade in the continent? Thank you very much. Under our Intra-African Trade Initiative, we have a division called the Intra-African Trade Initiative. That division has two lines of business. We have the trade finance line and, of course, the trade facilitation. Overall, one of the things we saw was that, unlike extra-African trade, financing intra-African trade has always been difficult for many commercial banks because of the so-called perceived high country risk. So you hardly see any of the major banks who finance trade in Africa financing intra-regional trade. That is why if you want to confirm letter of credit between one African country and the other, you go through Europe. So that increases the cost, increasing the cost also of remittances. There are so many problems with that. So what we did was that in the Intra-African Trade Strategy, which we launched, we committed to disburse $25 billion between 2017 and 2021. And as of today, we've done $14 billion of that. And
we also committed to provide trade services lines to 500 African banks. Today, we've onboarded 330 African banks. We expect that by 2021, we would make available to those African banks up to about $8 billion, largely to finance intra-regional trade, to confirm letters of credit, to actually give them trade finance, pre-export financing, and so on. So we believe that that would significantly reduce the cost of financing intra-African trade and begin to return trade diverted because of financing costs away from Africa, to bring them back into the continent. But there are a number of other things we are doing to reduce these. For example, we know that up to $40–50 billion, depending on who gives you the estimate, of the intra-regional trade is done informally, the informal traders. Our view is that that size is very significant if you consider that the formal trade is about $140 billion today. And the reason this is happening is because of institutional failure. There are no institutions that can carry the trade. We used to have export trading companies, but they are focused on commodities. We don't have them. I remember there's an Egyptian company called El Nasri that used to be everywhere in Africa, helping Egypt's exports. They're no longer very active there. There are no export trading companies. And that is why a small trader will leave, say, Ghana to Nigeria with just $5,000 to buy a few things and go back. If there's an export trading company doing that, to do it more efficiently and reduce costs. Because the cost of the informal trade is high, and that's why those costs rise when you talk about intra-regional trade. But we have also done the digital thing which our brother is talking about. We are building today the trade gateway, but the most important project that will launch in May is the Pan-African Payment and Settlement System, which is a platform we've developed for clearing and settling intra-regional trade in local currencies. We believe that that would significantly grow the trade and reduce the foreign currency content of that trade. The pilot in 6 countries will launch in May, and then we are looking to roll it out. I know your time is up, yes. So thank you very much. Thank you. We are running really late. We have 5 minutes left, so I'll just give you the occasion to react 30 seconds each, and first begin by Mr. Mogdad. Beaucoup ont parlé du coût. Aujourd'hui, vous êtes banquier, vous financez des choses. Comment on fait pour réduire les coûts? Alors, je répondrai d'une manière indirecte à la question parce qu'en fait, il y a le coût direct, il y a les coûts aussi masqués. Et nous, on s'intéresse aussi aux coûts masqués. Et je vais l'illustrer à travers 2 exemples très simples. D'abord, le coût lié aux catastrophes naturelles, entre guillemets, au problème de pluviométrie. Et donc, on vient d'avoir et on a négocié, par exemple, en Côte d'Ivoire, un agrément pour développer une assurance risque agricole. Parce qu'au Maroc, nous avons dans notre capitale MCM Mamda, qui est le premier assureur agricole au Maroc, et donc on a voulu transposer cette expérience. Donc en agissant de la sorte, on optimise la récolte pour les agriculteurs, donc en fait on augmente les revenus qui sont disponibles à la fin de la journée. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est le coût de la corruption, parce qu'aujourd'hui il y a énormément de transactions qui se font en cash, et entre le montant initial qu'on donne à un agriculteur, soit sous forme de subvention, soit en paiement de sa récolte, et le montant qu'il reçoit réellement, il y a un gap qui est important. Donc on est en train d'intervenir à travers la digitalisation de toute la chaîne de valeur, et on a trouvé des solutions à travers le FinTech Challenge qu'on a lancé récemment au niveau du groupe, plus à travers des startups qu'on a acquis en Afrique pour les besoins des agriculteurs africains, justement pour pouvoir digitaliser le paiement des récoltes et le paiement, la distribution des subventions d'une manière massive aux agriculteurs.
Donc en fait, il faut réduire essentiellement les autres coûts, pas forcément le coût direct du financement. C'est-à-dire qu'en fait, on négocie des garanties de portefeuille, mais à la fin de la journée, on ne peut donner que ce qu'on a. Et si le risque final il est là, il faudrait bien qu'on arrive à le couvrir. Ça fait cher pour l'agriculteur, mais je pense que c'est là où les pouvoirs publics effectivement doivent également intervenir pour subventionner un certain nombre de secteurs stratégiques. Mr. Senhaji, a last word. Yeah, I mean, I'm partially agree with my co-panelist because what he said, it's totally true, of course. But still, I think we should have more events like this one between all the actors of the farmer ecosystem or the agricultural ecosystem to really point out what is not good or what we have to develop or enhance. Because, I mean, we had some great examples where we have reduced the financial cost, which, by the way, represent between 15 and 20% of the cost of the product. We have also reduced by 50% the logistic cost, only by having people talking to each other and try to find a common solution. So if I have an advice to give today, is more about let's sit all together and try to find the collective solution. We do believe that OCP Group in the collective intelligence, and this is what makes, let's say, our action on the field successful. Thank you. Monsieur Zekri, un dernier mot. Bon, comme je l'ai dit, on est tous conscients que la tâche, moi je parle de la tâche de notre banque, n'est pas facile. Donc c'est un challenge, mais elle est très très passionnante parce que, comme je vous ai dit, il y a un potentiel énorme en matière d'intégration. Ce que nous essayons de faire, c'est d'abord coopérer avec tous les partenaires qui donc nous ont précédés. Et là, nous avons aussi un programme d'assistance technique avec la BAD, donc, qui nous accompagne donc, dès le départ. Nous avons aussi essayé d'avoir des ressources humaines donc, très qualifiées pour essayer d'être un peu donc, initiateur d'idéation de projets. Bien sûr, il y a aussi une différence dans nos pays. Vous avez parlé de coûts. Il y a aussi une différence dans nos pays parce que nous sommes obligés d'opérer pour le moment en devise. Donc, il y a le problème de risque de change que nous sommes en train de donc, résoudre par justement essayer d'abord de travailler avec les fonds propres dans les pays qui ont une appétence pour des taux d'intérêt qui ne sont pas très élevés. Pour les ressources mobilisées, on s'adresse à des pays là où ils ont une appétence pour des taux donc, assez élevés. Et donc les pays donc, maghrébins n'ont pas actuellement le même appétit, c'est-à-dire les taux, par exemple, au Maroc, ne sont pas les mêmes taux qui sont utilisés en Tunisie ou bien en Mauritanie. Donc voilà, je crois que notre tâche, donc, elle est passionnante et avec tous les acteurs donc, dans la région, avec bien sûr l'appui donc, des gouvernements qui ont en définitive apporté un appui considérable à notre banque, d'abord par la libération du capital, par la libération de la deuxième tranche, par aussi la disposition de payer donc, la troisième et quatrième tranche cette année et donc l'année prochaine. Et donc, je pense qu'on est dans de bonnes prévisions parce qu'on compte sur les opérateurs pour nous aider. Voilà, merci. Merci, M. Zekri. Dr. Shahab, the last word. Yes, so to keep it very short, I mean, my colleagues covered the issue of the access to finance and the currency risk. Of course, if you're an exporter and your income is coming in hard currency, this is able to reduce your overall cost because you're borrowing in the same currency and that perspective. I think we missed the last industrial revolution and the last impact. We have to be very fast and not do a lot of research. We have to invest in our human capital, our startups specifically, today, because this is our core resource. And here, investments, I'm not talking to the bankers because the bankers, this is not their business. They do not
are not part of this model. I talk about the funds, the equity investors. They play a major role because they would take that risk to bank them, to make them bankable, growable, and then the bankers will come in. But this is a strong opportunity we have today. And here the regional integration is how to collaborate across these startups, these ecosystems, because they would be able not to export only physical goods, which still has barriers we have. They would be able to export services because there are no boundaries today in that world. Thank you. Thank you. Professor Oraba? Yeah, you don't have time anymore. The only thing I have to add is to say that I'm very pleased that this topic has been selected. Afreximbank was created to promote regional integration. So that is what we do every day. Anybody here, any business that has issues about trade within Africa, intra-regional trade, we are available. Some people have Africa strategy. To us, Africa is our strategy. Thank you. Thank you. So as you see it, as the discussion of the panel show it, regional integration is key for the development of the continent, developing also regional and continental value chain to really create real value in the continent. It's also something very key, but for that there are many challenges. Some are working on the field to tackle those challenges. We have still steps to move forward, but the time is quite short to tackle all the subjects. And as we have shortened the time, there won't be the possibility to have Q&A. I really apologize for that. But we had good interaction with all the panelists, so I'll just ask you to join me and have warm applause to our brilliant panelists for their contribution to this event. Thank you very much for that. لكم السيد عبدو ديوب الشريك الإداري لشركة مازارس وأتمنى أن تبقوا معنا if you can stay with us وأدعو السيد هاني سنبل للصعود إلى المنصة حيث سيتم تسليم بعض الدروع التذكارية للسادة المتحدثين وأبدأ بالسيد شهاب مرزبان. إذن سيتم تسليم الدرع للسيد هاني سنبل لتقديمه للسيد شهاب مرزبان, Chairman of Egypt Venture and Senior Advisor for Economic Affairs to the Minister of Investment and International Cooperation. السيد Benedict Oke Orama, Chairman and President of the African Export-Import Bank. السيد مصطفى الوفي Managing Director at OCP. نعم. كريم صنهاجي. Excuse me. تفضل. السيد كريم صنهاجي. السيد كمال مقداد لا بنك سنترال بوبولير. السيد كمال مقداد. سيتم أيضا تسليم درع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة للسيد نور الدين زكري, Maghreb Bank of Investment and Foreign Trade. وأخيراً سيتم تسليم درع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة للسيد عبدو ديوب. سيد عبدو ديوب Managing Partner مازارس. وأدعو الجميع لصورة جماعية. السيد الرئيس, السيد المدير العام, السيد رئيس المؤسسة الإسلامية والسادة المتحدثون في صورة جماعية في ختام هذه الجلسة.